On a le plaisir d'avoir Bénédicte Villegrain avec nous, que vous connaissez déjà, qui était dans le débat avec Clouge. Mais pour celles et ceux qui n'étaient pas là hier, Bénédicte Villegrain est l'éditrice de cette maison d'édition qui est très précieuse, qui s'appelle Théâtre Typographique, et qui a notamment, pour tous ceux et celles qui s'intéressent à Farocki, a fait un superbe recueil de textes de Farocki et aussi des textes des films de Farocki. Donc 2 livres très importants sur Farocki. Donc je lui laisse la parole. Donc merci de m'avoir invité. A priori, est-ce que ça va pour le son ? A priori, c'était pour parler plutôt de Alexander Kluge, donc de ces nouvelles de l'Antiquité idéologique dont on a parlé hier, à partir duquel j'ai édité un livre. Mais aujourd'hui, le projet que Alexander Kluge avait me paraît un projet accompli. On en a très peu vu hier, mais accompli, c'est un terme que j'ai trouvé là en préparant ces 2 jours dans un discours, dans une conférence que Giorgio Agamben a prononcée en 1995. C'est une très belle conférence au cours de laquelle il explique l'importance historique et messianique du cinéma. Projeter la puissance et la possibilité vers ce qui est impossible par définition, dit-il, le passé. Il m'a semblé que c'était exactement le sujet, donc ça m'a frappé. Alors j'ai eu envie de vous parler donc d'un projet d'un autre auteur de cinéma, un projet qui m'apparaît comme non accompli, non destiné à l'être. Et c'est à quoi, me semble-t-il, l'argument de Vanessa Brito et de Vincent Jacques nous invitait. Enfin, c'était un très bel argument, hein. Je ne sais pas si on en a parlé déjà, mais il me semble que c'est rare d'avoir des textes aussi denses pour inviter les gens à contribuer. Bon, voilà. Alors, le projet dont j'ai voulu vous parler, c'est le vocabulaire ou thésaurus d'images, Bilderschatz, qu'Harun Farocki a projeté mentalement, projeté verbalement, plus quelques morceaux de film, le 7 décembre 1999, à la Kunsthochschule für Medien de Cologne, en Allemagne. C'était une conférence prononcée dans le cadre des lectures internationales initiées et éditées par les archives Wilhelm Flusser, dont vous avez peut-être déjà entendu le nom. La conférence s'est conclue sur la projection du portrait dialogué de Wilhelm Flusser par Harun Farocki. C'est un philosophe, sociologue, théoricien des médias, comme beaucoup de penseurs allemands, enfin de langue allemande, parce qu'il n'est pas d'origine allemande. Et donc le film que Harun Farocki a fait de Wilhelm Flusser, ce portrait dialogué, s'appelle Schlagworte, Schlagbilder. En français, ça a été traduit, très bellement traduit, mot-titre, image, choc. C'est la traduction qu'a faite Christa Blumlinger de ce titre. Alors je vais reprendre ce soir, cet après-midi, ma traduction de 3 passages de la conférence de Farocki, que je vais dire pour lui en français, et que j'annoterai en passant. Donc quand c'est Farocki, je dis Farocki, puis quand c'est moi, je dis c'est moi, ou bien je dis rien et vous devinez. Alors là, on peut peut-être commencer le film. Qui sera en muet. Oui, qui sera en muet, je vais vous en parler au fur et à mesure. Je préfère on voit de toute façon le titre, et je préfère que vous voyez les images, peut-être on en parlera après ou pas. Donc Farocki. Je suis l'ami des dictionnaires. J'aime rechercher l'origine des mots, même dans des dictionnaires spécialisés ou rares, quand j'en ai l'occasion sans que cela relève d'un système, comme du reste mon travail en général. Un cinéaste ne traite pas d'un champ circonscrit, il prend connaissance de choses toujours nouvelles, une connaissance fugitive, il croit pourtant qu'une forme d'intuition lui naît. Alors là, je relève que le cinéaste, ici, est moins l'auteur de son travail que son récepteur, son objet indirect, sa cible, pour reprendre un vocabulaire propre à des études linguistiques qui circonscrivent les langues non accusatives sur lesquelles je vais revenir. Une forme d'intuition lui naît.
en quête d'un ordre pour les matériaux que j'avais collectés, pour son film, aujourd'hui bien connu, qui s'appelle en français « Sortie d'usine » et que vous êtes en train de voir. Ce film réalisé à l'occasion du centenaire de la sortie des usines Lumière à Lyon, 1895, donc le film, lourd film des frères Lumière. Farocki. Je pensais à ces dictionnaires qui font de l'usage d'un mot ou d'une expression un inventaire chronologique. J'ai alors eu l'idée qu'il n'existe rien pour le cinéma qui correspondrait à un dictionnaire. Comment nommer ce qui me manquait? On pourrait l'appeler dictionnaire, dictionnaire d'images ou thésaurus, vocabulaire d'images. On pourrait aussi le baptiser archive des expressions filmiques. J'ai un modèle pour ce titre, la série Archives de l'histoire des concepts ou des termes qui circonscrivent les concepts, Archive der Begriffsgeschichte, qui paraît irrégulièrement à Bonn. Cette collection a un avantage, elle n'est pas tenue par un principe systémique ou lexical. Elle comprend par exemple des contributions de Hans Blumenberg, dont les recherches sur la métaphorologie sont incontournables. Une étude sur le verbe jouir, suivi du génitif, frui en latin, intransitif, faire usage de, jouir de, comme dans la cantate de Bach, Genieße der Ruhe, jouis du repos. À la différence de genießen en allemand plus accusatif, tel qu'on l'emploie aujourd'hui. Alors là, moi, mais le français a conservé le génitif, le verbe jouir, pour nous, n'est pas devenu transitif, comme l'est par exemple le verbe goûter. Ma question à Harun Farocki, c'est: a-t-il une préférence pour le génitif, dont on fait grand usage ces dernières années en français? Don, qu'on voit partout. Farocki regrette-t-il l'usage passé du génitif au profit de l'accusatif? Alors là, c'est Farocki qui continue. En quoi consiste la différence entre les deux cas? C'est le sujet d'une trentaine de pages environ. Une telle contribution aiguise la conscience linguistique. Que n'existe-t-il un outil similaire qui éduquerait notre conscience du langage cinématographique? Ce qui m'importe dans ces archives, c'est que les textes n'y proviennent que d'eux-mêmes. Leur droit à l'existence ne leur est pas concédé par un système. Moi, pour la deuxième fois, dans ces extraits de conférences, le terme d'archive est opposé à celui de système. Dans l'argumentaire diffusé par Vanessa Brito et Vincent Jacques, on retient la phrase « en considérant les archives comme un espace de fiction potentielle, à condition de relativiser dans le contexte de Farocki le mot « fiction » au profit du mot « potentiel ». Deuxième prélèvement dans la conférence, Farocki donc. Je saute d'un sujet à un autre et je vous montre une courte vidéo, c'est pas celle-là, de l'artiste autrichienne Constance Ruhm. Une simulation sur ordinateur, la paraphrase d'un travelling du film Nouvelle Vague de Godard. Elle redessine une scène du film de Godard, le travelling sur la villa du lac Léman. Le film Nouvelle Vague, hein, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc elle redessine une scène du film Nouvelle Vague de Godard, le travelling sur la villa du lac Léman. La caméra se déplace d'abord de gauche à droite, le long de la façade, puis revient. L'allée est autonome, le retour montre une femme qui circule de pièce en pièce et éteint partout la lumière. Chez Coppola, dans Le Parrain, j'ai vu un pareil culte de l'obscurité. Dans la deuxième moitié du film, il arrive souvent que les gens, en entrant, dans Le Parrain donc, éteignent la lumière, alors que d'ordinaire on l'allume. Une allusion à l'art de l'éclairage. Disons que le film suggère que ce qu'il donne à voir, ici, d'habitude, est obscur. La secrète puissance de la mafia et les luttes pour le pouvoir. Chez Godard, éteindre la lumière a un autre sens. La lumière est plutôt là pour la convention. Godard aime prendre au pied de la lettre cette idée
Quand une équipe de cinéma arrive quelque part, elle commence par éclairer. Mais que penser d'un lieu qui nous apparaîtrait dans sa propre lumière? Alors là, je souligne, pour le rapport avec les archives de l'histoire des concepts, Farocki nous dit des textes qu'ils ne tiennent leur droit à l'existence que d'eux-mêmes, pas d'un parti pris. Idem pour la lumière. En outre, dans cette scène, donc la scène de Nouvelle Vague de Godard, le film prouve l'efficacité grandissante et inconcevable du cinéma, comme pour argumenter contre la menace de sa propre disparition. Je note, moi, la hantise de la disparition. Chez Farocki, moins du cinéma que la hantise de la disparition des images. Hantise de leur invisibilisation, de leur prise en charge par une intrigue. Dans L'expression des mains, le deuxième film que Farocki a consacré à son projet d'archives, L'expression des mains, Farocki fait remarquer que l'anglais pour Handlung, intrigue, plot, c'est action. Le français aussi, voire l'action au sens d'une intrigue. J'y reviendrai si j'ai le temps. Farocki. Naturellement, cette courte séquence, alors là, vous ne voyez pas une courte séquence, vous voyez une continuité. Naturellement, cette courte séquence que Farocki a projetée ce jour-là ne déclenchera en vous quelque chose que si vous avez en tête le film de référence. C'est comme si on parlait d'une symphonie en sifflant la mélodie. Les possibilités de cette technique m'importent. Cette simulation sur ordinateur est comme un storyboard après coup, ex post. Quand on parle d'une séquence de film, on essaie parfois de dessiner les cadrages, la composition de tel ou tel plan. Disons par exemple la célèbre séquence de la douche dans Psychose. Avec ces techniques de simulation, on peut enfin envisager, restituer l'élément dynamique d'une séquence. On esquissera les contours du lieu de l'action, mais tout aussi bien les mouvements de caméra. On peut imaginer restituer uniquement les mouvements des personnages ou uniquement les conditions changeantes de la lumière. C'est un extraordinaire outil discursif, un outil d'analyse. Et à l'avenir, quand on voudra parler d'un film, on ne se limitera pas à en projeter une citation. En transformant cette citation, on la mettra, pour ainsi dire, au discours indirect. Ce qu'on fait déjà en analysant un film, en faisant la critique. Mais on traite trop souvent de son sujet ou du comportement des personnages. Je note le désir d'effacer le sujet du film au sens de son contenu, contenu de sens, et les sujets au sens de ses personnages, les sujets des actions. Farocki. Il est difficile de traiter d'autre chose que du sujet, pour autant qu'on doive le rendre présent par le langage. Supposons qu'on veuille décrire la scène de la douche chez Hitchcock, dans Psychose, et qu'on ait les moyens de ne rendre que le mouvement du couteau et le découpage des plans. La scène serait autrement présente. Alors là, je remarque que, comme d'autres avant lui, Farocki semble avoir en tête l'homonymie de cut, coupe au cinéma, avec cut, coupé au couteau. Quelques minutes de sortie d'usine, que vous voyez en ce moment, montrent que, sur ce point, je ne suis pas non plus parvenue à aller bien au-delà des questions de contenu. Mais je me permets au moins quelques digressions, et ne montre rien pour des interprétations, et ne montre rien pour des raisons strictement symptomatiques, rien qui me serve à me justifier. J'essaie toujours d'éviter les interprétations qui font disparaître le film, qui le dépouillent en quelque sorte dans l'exégèse. Une de mes stratégies, c'est de surinterpréter un film ou de le mésinterpréter. Peut-être cette exagération sauvera-t-elle quelque chose. Alors je retiens de ce passage l'idée que les nouvelles technologies vont nous permettre de développer un langage analytique. L'objet du colloque étant plutôt que cet outil nous aide à désœuvrer le film, oui,
en épuisant les possibilités, mais plutôt en les faisant exister dans leur multiplicité. Plus loin dans sa conférence, Farocki regrette que les mêmes outils, les outils informatiques dont il se sert et dont il espère se servir, il regrette qu'ils aient tué l'artisanat dans le cinéma. Une profession désormais accessible, dit-il, sans la nécessité d'un long apprentissage. L'outil informatique est utile à la langue de l'analyse, mais là où il n'y a pas de travail, dit-il, il n'y a plus rien à analyser. Citation. Il y a encore 20 ans, dit-il, on restait assistant opérateur, au moins 7 ans, ou tout aussi longtemps, assistante au montage. À l'époque, il y avait pour le moins toute une série de règles que se transmettait la profession. Je ne souhaite pas priser cet état de choses plus que nécessaire. Mais je remarque que la situation a changé. Plus personne n'apprend le métier 7 ans. Au bout de 7 ans, si l'on n'est pas devenu directeur de production, c'est qu'on est au chômage. La plupart des textes sur le langage cinématographique datent du temps où la profession avait au moins l'apparence d'un artisanat, Handwerk. La révolution de l'outil a conduit à la déqualification. On ne peut pas tourner un film de fiction tellement plus vite qu'autrefois, à Hollywood dans les années 50. Ce que la vidéo puis l'ordinateur ont accéléré, c'est la phase de post-production. Je voudrais insister sur le fait que il me semble qu'il n'est pas le seul à penser ça, et que j'ai lu récemment dans la revue Trafic, à propos de la révolution numérique, un texte de Jean-Baptiste Massuet, « Les caméras numériques sont-elles révolutionnaires ?» Et tout comme Farocki, Massuet concentre sa perception de la soi-disant révolution numérique sur les activités de montage et de post-production. Alors, je fais un troisième prélèvement dans la conférence de Farocki, qui est en liaison avec le film L'expression des mains, qu'on ne va pas passer, et qui est la deuxième contribution, donc datée de 1997. L'expression des mains, dit Farocki, n'est pas du tout construit comme Les ouvriers quittent l'usine, qui est ce film sorti d'usine que vous voyez en ce moment en muet. Les images des mains, en gros plan, sont très diverses. Elles montrent parfois un vol, parfois l'effleurement attendri d'un tube de canon. On voit des mains qui s'ouvrent à l'instant de la mort et relèvent un objet qu'elles cachaient. On n'a pas ici de relation constante à une scène originelle, comme celle des frères Lumière. Il y a moins à prouver, aussi doit-on davantage affirmer. Ce travail garde l'empreinte de l'atelier, il s'offre comme une observation commentée à la table de montage. C'est pour ça qu'on a parlé de l'incidence du travail de Farocki sur ce que Éric Bulot a montré hier. Il y a beaucoup de mains à la table de montage dans les films essais de Farocki. Une présentation sous forme d'un CD-ROM qui seul permettrait de passer de la compilation commentée aux exemples de cinéma. Comme dans un livre, on se reporte aux notes de fin de livre ou aux notes de bas de page, conviendrait davantage. Dans mes contributions sur les expressions filmiques, j'aimerais pouvoir présenter en annexe la totalité des films que je cite. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu aussi montrer la totalité de celui-là. Car il importe d'identifier si la citation répond à l'esprit du film entier ou comment elle se pose par rapport à ce film. Souvent, des textes sur le cinéma m'ont irrité en se référant à des films qui, certes, fonctionnaient en tant que pièces justificatives dans un argumentaire, mais à part ça, n'étaient que des merdes. Et je circonscris encore un peu plus ce que je viens de dire. Personnellement, je n'aimerais pas découvrir en gros plan un film comme Pick Up on South Street de Samuel Fuller, comme ça. Haroun Farocki est en train de montrer une citation du film de Samuel Fuller, exactement comme il dit qu'il ne faut pas le faire. En annexe à un travail sur les mains. Les films auxquels on a besoin de revenir en pensée, il faut d'abord les avoir vus dans leur espace propre. Alors là, une petite incise à propos d'Alain Corbin, dont il était question dans votre argumentaire. Alain Corbin ne dit pas autre chose quand il demande à l'historien, c'était en 2006, de la candeur face à un document.
Attendez, dit-il, et laissez monter le sens en faisant preuve de candeur. Faute de quoi, la démarche de l'historien risque de n'être qu'illustrative. Farocki. Vous voyez, vous ne voyez pas, mais vous voyez presque un pickpocket dans le métro de New York en train de voler dans le sac d'une femme. Il veut juste de l'argent, mais il tire un papier où sont inscrits je ne sais quels secrets militaires convoités par un réseau d'espionnage communiste. Pour la version allemande, on a mis n'importe quelle formule pharmacologique. 2 policiers en civil qui filent la fille ne savent pas trop à quoi s'en tenir. L'homme s'est approché de la femme et il a ouvert prudemment le sac à main. La femme a réagi à l'approche du voleur comme à une proximité érotique. Elle renverse la tête et elle ouvre les lèvres. Les mains du voleur accomplissent tout autre chose que ce que son visage exprime. L'expression de son visage cache qu'il enfreint les codes en s'approchant aussi près d'une femme, mais dans l'affluence du métro, ils sont les seuls à s'en rendre compte. La compression du montage est telle, on dirait que les mains de l'homme ont provoqué l'ouverture des lèvres de la femme, ou que l'ouverture du sac renchérit sur celle des lèvres. C'est la reconduction d'un thème, comme en musique. En ce sens, la femme aurait ouvert son sac avec ses lèvres. Je suis en train d'insister sur le fait qu'il se passe plus qu'il n'y paraît au vu de l'intrigue principale. Cette scène vise à la polysémie. Bien sûr, elle traite de la complicité de la victime. Un thème moralement épineux. Mais plus fondamentalement, le montage cinématographique nous induit à douter de l'incidence des personnages sur l'action. Il en va ainsi des célèbres scènes de poursuite. Le spectateur reçoit une vision alternée de A et de B. Il peut très facilement arriver que B semble tout à coup poursuivre A. Ce sont les slapsticks, ce sont ceux dont les slapsticks ont joué. La construction sujet-objet n'est pas si sûre que dans la langue des mots, la question qui induit quoi. Que l'objet puisse en même temps être sujet, cela me semble bien plus important que de dire que l'objet deviendra sujet, que de victime il deviendra coupable. Wilhelm Flusser a écrit que dans le futur, dire que A aura B pour sujet ne sera plus pertinent. On dira seulement A en relation avec B. Je note le désir de disparition des formes accusatives dans le langage. En linguistique, cette absence porte un nom. Ça s'appelle l'ergatif, du grec ergates, celui qui travaille. On appelle ergative une langue au regard de laquelle, alors je donne la définition de Claude Agege et puis je simplifie après. C'est une définition qu'il a donnée en 1982. Une langue au regard de laquelle le patient de l'énoncé biactentiel est traité morphosyntaxiquement comme l'actant de l'énoncé monoactentiel. Ce qui veut dire, par exemple, dans la phrase « j'ai soif », je suis le patient de la soif, au même titre que l'objet stylo si je le prends dans ma main. Dans la proposition d'Harun Farocki qui nous occupait tout à l'heure, il croit pourtant qu'une forme d'intuition lui naît. Il, le cinéaste, objet indirect, cible, dit-on en ergatif, de l'intuition. Parce que Farocki a pris soin d'adopter intuition comme sujet de sa proposition. Da wachse ihm eine Art von Intuition. Quelques lignes plus loin, il interroge. Wie sollte man das nennen, was ich vermisse? Comment devrait-on nommer ce qui me manque en français? Le cinéaste devient en allemand le sujet du manque, ich, alors qu'en français, il lui manque quelque chose. Ce qui lui manque, c'est le nom, Bilderschatz. Farocki dit de Wilhelm Flusser qu'il souhaitait qu'on remplace la notion de sujet, objet, par la notion de relation. Nicolas Tournadre, un linguiste qui travaille sur la notion d'ergativité, observe que dans le groupe des langues tibétaines, qui est le groupe qu'il étudie, les désinences qui marquent l'agent d'une action semblent issues de l'ablatif de provenance, le cas des sources, de la source. Les langues ergatives qui se préoccupent des processus, du travail, de leurs causes, de leurs sources, de leurs agents, de leurs opérateurs, de leurs fonctionneurs, pas fonctionnaires, fonctionneurs, un terme du vocabulaire de Flusser, de Wilhelm Flusser, qui se préoccupent de tout ça plutôt que des sujets et des objets. Ces langues semblent être les langues dont Harun Farocki aurait besoin. Ah oui, c'est vraiment... Oui.
Farocki observe, on va pouvoir terminer, je crois, juste à la fin du film. Ça va, enfin, on s'arrêtera là, en tout cas, à la fin du film. Farocki observe que le premier travail destiné à la collection du Bilderschatz, celui que vous voyez, Arbeiter verlassen die Fabrik, littéralement les ouvriers quittent l'usine, ce premier travail pose une distinction très nette entre, d'un côté, le travail, que seule la communauté, l'usine, rend efficient, en tout cas dans le contexte de l'époque et des films qui sont montrés. De l'autre, c'est l'individu, seul à être pris en charge par le cinéma, une fois sorti de l'usine. Le cinéaste est revenu sur ce film 11 ans plus tard, en 2006, dans l'installation vidéo pour 12 moniteurs, Arbeiter verlassen die Fabrik in 11 Jahrzehnten, sortie d'usine en 11 décennies. Les organisateurs du colloque, ici, évoquent le rôle de la multiplication des écrans dans la construction de plusieurs narrations possibles. Dans cette installation d'Harun Farocki, dont je parle là, tout de suite, on a envie de dire que les 12 écrans qui sont alignés renvoient la perspective à ce qui l'a précédé dans la période pré-renaissante, synchronisés sur une surface à peine discontinue, plusieurs étapes d'un récit. Le récit, c'est le cinéma. Parce que les écrans sont séparés, la narration ne se produit pas. Dans son entretien filmé avec Harun Farocki, Willem Flusser insiste sur la linéarité des écritures comme facteur de développement pour l'analyse. Farocki. J'en viens progressivement à ma conclusion. Je vous montre encore un plan extrait de mon 3e travail pour cette collection, mon travail en cours à l'époque de la conférence, une collecte d'images de prison. Ce sont des images de caméras de surveillance des prisons américaines. Elles parlent des 2 thèmes fondamentaux du cinéma, de l'amour et de la mort, du sexe et de la violence. Ce qui est intéressant dans les images des caméras de surveillance, c'est que pour les utiliser, on les indexe, on ne s'intéresse pas à l'effet qu'elles produisent, mais à l'état de fait, Sachverhalt, state of affairs, qu'elles décrivent. L'auto était-elle encore garée à 14h23 ? Le serveur s'est-il lavé les mains après avoir uriné ? Et ainsi de suite. Cela va si loin que quand il ne se passe rien, on se désintéresse de ces images et on les efface pour économiser la bande. Michael Clear a fait un film à partir de vidéos de surveillance, Le Géant, un contresens, un misreading de ces images. Il fait comme si les images des automobiles empruntant sous la pluie des bretelles de grands axes sortaient d'une fiction, les soulignant avec de la musique. On se croirait dans un film des années 50, un gangster aurait pris une chambre d'hôtel avec sa copine, et du coup, les vues de la ville en plan général ont l'air de vouloir dire, la ville est remplie d'histoires de petites gens, parce qu'il n'y a pas de coupe ni de raccord, et à peine un mouvement de caméra, les moyens habituels de la composition tombent, ces moyens se périment. Je rapporte ce jugement de Farocki sur les images de surveillance qu'il ne faut pas récupérer pour en faire des narrations. Je rapporte ce jugement à une citation de Peter Nau, un ami de jeunesse de Farocki, contributeur comme lui à la revue Film Critique, fondée à Munich en 1975, puis déménagée à Berlin où Farocki en a lourdement pris la charge avec d'autres, mais Peter Nau écrit dans un article récemment paru dans le quotidien La Taz, Tageszeitung, à Berlin, à propos d'une rétrospective cet automne du cinéaste Hartmut Bitonski, qui était le meilleur ami de Harun Farocki. Peter Nau dit « L'idée du cinéaste, c'est que Heinrich von Kleist ne fait pas se rencontrer die Unverbrennliche, celle qui ne brûlait pas, et die Wassertrinkerin, la buveuse d'eau. Parce que sinon, il en ressortirait une intrigue. Cette idée est aussi simple que profonde. Peter Nau poursuit, il y a dans le monde beaucoup de choses belles, isolées,
à l'esprit de leur découvrir des connexions et d'en faire émerger des œuvres. C'est une citation de Goethe. Au lieu de, comme le suggère Goethe, au lieu de finalement peut-être réœuvrer le cinéma en multipliant les narrations, éventuellement en les contaminant, ce que tentent aussi à faire des cinéastes contemporains de fiction, suivre Heinrich von Kleist et ne pas composer, renoncer, comme y induit aussi dans une certaine mesure la conférence de Giorgio Agamben à laquelle je faisais référence, renoncer aux techniques compositionnelles. Je vais arrêter là parce qu'on va dépasser le temps, mais à moins qu'on ne doive pas couper le film, auquel cas je peux continuer, mais il est un peu plus du quart, il est 16-17. On peut aussi continuer au petit bonheur la chance avec le film, mais je sais, il en reste combien de temps? Si tu veux... Du film. Je croyais qu'il faisait 35 minutes, mais j'ai l'impression qu'il est plus long que ça. Il reste 8 minutes si tu veux finir. Bah non, j'ai peur que 8 minutes ce soit beaucoup pour l'organisation. Bon. Non, on peut... Bon, alors, coupez-moi. On peut lancer la discussion, on peut laisser le film en discutant. Bah voilà. Lançons la discussion. Donc merci pour merci pour cette communication. En fait, je sais ce qu'on peut faire, et non pas continuer sur moi, mais continuer 10 lignes de Farocki, juste le temps de terminer le film. D'accord. Hein? Comme ça, vous aurez un extrait de son 3e film que vous ne pouvez pas voir. J'ai 24 minutes tirées d'une heure de visite en prison. La caméra peut pivoter et la personne chargée de la surveillance la fait tourner, en effet, pour constituer une documentation des comportements déviants, ce qui naturellement tient du voyeurisme. Quelque chose lui aura échappé de ce que je viens de vous montrer. Le prisonnier noir a tiré un dossier de chaise entre lui et la caméra, puis il a mis la main de la femme qui lui rend visite entre ses jambes. J'ai déjà vu de nombreuses scènes de visite dans les prisons, vous aussi sûrement, mais je ne crois pas que vous ayez jamais vu ceci. On n'expérimente que dans sa propre vie ces façons malignes de contourner l'interdit. Le plus souvent, ça nous vient de l'enfance, et souvent justement d'un amour interdit. Je vous montre encore une séquence. Elle est tournée dans une prison de l'Oregon, la prison de Snake River. Le gardien, voulant nous faire la démonstration de ses moyens techniques, a zoomé sur un couple en train de déplier un bout de papier sur une table. Derrière sa caméra, il pouvait lire le papier. Du même angle de vue, dans le même cadrage, on peut voir une femme sortir de son sac transparent 2 pièces de monnaie. La première est une pièce de 25 cents, tout récemment mise en circulation. La seconde est une pièce de 25 cents ordinaire. L'homme se penche et compare avec la plus grande attention. Voici comme je lis ceci. Il me semble que la nouvelle pièce lui donne l'impression qu'il se passe au dehors des choses importantes auxquelles il n'a pas part. Le détenu ressent que ses enfants ont décisivement grandi et qu'il gâche sa vie. Avec ce matériau jugé caduc, j'ai donc fait une trouvaille mineure. J'ai trouvé une variante inédite à un lieu commun, à un topos. Et il m'est venu, j'ai remarqué qu'il y a dans ce topos les 3 temps tels que Alain Corbin les propose à l'historien. Le temps cyclique, le temps de l'événement et le temps de la détention. Il y a exactement les 3 dans ce que décrit Farocki de ce qu'il a pu prélever. Donc moi je m'arrête là. Voilà. D'accord, merci. Moi j'aurais une petite question, mais peut-être juste entendre sur ce que je trouvais extrêmement intéressant, cette idée d'invisibilisation des images dans une intrigue. Et pourquoi Farocki, mais aussi toute une école allemande, surtout, a été obsédée de dire il faut casser l'intrigue, comme ça on va vraiment parler de cinéma, et c'est pour ça qu'on avait dit aussi ouvrir le cinéma, mais là c'est vraiment ça, c'est-à-dire les images on les voit pas, s'il y a une narration, finalement on se laisse aller par la narration, et en gros, aussi les gens qui parlent de cinéma parlent de la narration. Et nous, cinéastes allemands, on va vraiment ouvrir le cinéma, on va vraiment parler du cinéma en cassant cette intrigue et en rendant les images visibles. Oui,
de même qu'il essaye de faire en sorte que la phrase ne conduise pas du sujet vers l'objet, il essaye de faire en sorte que les images ne conduisent pas d'un début vers une fin, et qu'elles soient vues pour elles-mêmes. Ce qui est intéressant et ce à quoi je voulais en venir, c'est que ça le conduit aussi petit à petit vers des images où il n'y a plus le droit au raccord, il y a droit à pivoter la caméra, plus le droit au travelling. En fait, la dernière œuvre l'une des dernières œuvres qu'il ait laissées inachevées à sa mort en 2014 et qu'il conduisait avec son épouse Antje Eman, c'est... comment est-ce qu'on dit en anglais? Alors, en français, c'est travail en un seul plan. En anglais, c'est... work in a single shot. Et en allemand, c'est Arbeit. Enfin, je l'ai là, mais peu importe. Et en fait, c'était eine Einstellung. Eine Einstellung qui veut dire un plan zur Arbeit. Labor in a single shot. Donc le travail en un seul plan. Et c'est un projet de workshop, donc il y avait un auteur par film, mais ça n'était pas eux les auteurs. Et donc la contrainte, c'était de filmer le travail quel qu'il soit, en un seul plan, avec le droit juste à faire pivoter la caméra, mais c'est tout. Comme dans les images de prison, comme dans les images de procès, comme dans les relevés pour les archives des procès. Quand on archive les procès, maintenant on a le droit de les filmer qu'avec des caméras posées qu'on peut faire pivoter, mais qu'on n'a pas le droit de bouger, ni de... Voilà. Et le fait de se diriger vers ça... D'ailleurs, c'est un projet qui se poursuit. On peut le voir sur Internet. Oui, parce qu'en même temps... ce qui est intéressant, c'est que, bon, par exemple, Godard, dans les histoires du cinéma, va prendre des objets ou des scènes, mais pour en faire des symboles. Et il ne fait pas du tout la même chose. C'est qu'en gros, Godard refait des images, il refait du mythe avec le verre de lait d'Hitchcock. Mais c'est pour faire du mythe. La Farocki, non, il y a quelque chose d'un peu protestant, je dirais même, dans cette idée des noms. Il y a des choses qu'on ne se permet pas, on ne se permet pas de travelling, on ne se permet pas des choses pour vraiment voir les images. Et on pourrait dire que les deux, en gros, Godard et Farocki, comment dire, ouvrent l'image, prennent des extraits de films, mais c'est pas du tout les mêmes, comme on disait, non. Godard est de toute façon, par rapport à la discussion de ce matin, d'habitude c'est Godard et Goethe, plutôt que Godard et Raymond Roussel, mais bon. Godard et Goethe, ça marche assez bien, quoi. Et c'est vrai que Farocki, c'est pas Goethe. Par contre, le rapport avec Kleist est vraiment intéressant parce que c'est le dénominateur commun. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est le dénominateur commun entre Klug et Farocki. C'est la référence aux Kurzgeschichte, anecdoten de Kleist, qui sont donc des histoires brèves. Il y a toutes les tailles d'histoires, dont certaines très brèves. Et celle de la buveuse d'eau ou de la femme qui ne brûlait pas, ça rejoint ce dont tu parlais tout à l'heure, en fait. Donc quelqu'un qui pouvait boire de l'eau sans discontinuer, ou quelqu'un que la chaleur ne blessait pas, n'endommageait pas. Et Kleist réunit, sans les réunir, ces deux personnages dans un très très court chapitre de ces anecdotes qui s'appelle « Contribution à l'histoire de l'espèce humaine ». Voilà. Mais l'aspect juridique et sciences naturelles du minute d'un procès du langage de Kleist, c'est une chose que Farocki et Klug ont en pôle directeur, quoi. D'ailleurs, Farocki était très très sensible au cinéma de jeunesse de Klug. Alors beaucoup moins par la suite parce que ça compose davantage.